Bienvenue sur ce plateau pour évoquer avec mes deux invités que je vous présente dans un instant. Alors, une thématique qui est très, j'allais dire, dans l'actualité en ce moment, puisqu'on parle beaucoup de cette économie circulaire, mais elle a une petite précision, c'est qu'elle est au service des entreprises du territoire. Alors, j'allais dire, on est chaudement dans l'actualité. J'espère que ça se voit. On est depuis la Cité et il fait extrêmement chaud aujourd'hui pour vous présenter Quentin et Laurent. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Quentin, c'est Hector le collecteur, on en parle dans un instant. Laurent Ducommun, c'est GRDF. Alors, pas lui tout seul. Votre titre, Laurent? Directeur territorial, oui, en charge des relations avec Toulouse Métropole. Très bien. Donc, vous connaissez bien les hommes politiques et les femmes politiques. Pas que. Pas que, mais pas mal. On travaille aussi avec les associations, on travaille aussi avec les entreprises du territoire, on travaille avec tout le territoire. Alors, vous, GRDF, pour rappel, c'est vous qui avez les canalisations qui emmènent le gaz chez le résidentiel, mais pas que. Vous avez aussi des collectivités, des entreprises que vous alimentez, même s'il y a votre petite sœur GRT Gaz qui fait ça aussi. Alors, GRDF, vous êtes spécialiste de ce gaz. Et puis, depuis des années, vous avez développé ce que vous avez appelé d'abord le GNV, c'est-à-dire le gaz liquide compressé qui alimente les bus, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Les deux, en fait, ça existe dans les deux, c'est-à-dire du gaz naturel qui est utilisé dans les véhicules, plutôt les véhicules lourds en général, et qui peut être sous forme liquide, en effet, le GNL, ou sous forme comprimée, GNC. Et depuis très peu de temps, depuis quelques années, on va dire quelques mois, vous avez développé le bio-GNV. Alors vous avez eu le nez fin ce jour-là, parce que vous n'aviez pas encore vent de guerre en Ukraine ou d'autres problématiques de gaz. Mais par contre, vous aviez envie de verdir et donc de dépenser moins de CO2 dans la planète, c'est ça? Alors, rendons à César ce qui est à César. Déjà, nous, on n'a rien inventé. C'est la nature qui a inventé. Et ensuite, on ne fait que distribuer ce gaz. Mais c'est vrai qu'on est là pour favoriser, susciter les projets de méthanisation qui vont permettre de produire du gaz renouvelable. Et ce gaz renouvelable a plusieurs usages. Vous l'avez dit, le résidentiel, le tertiaire, les collectivités, mais aussi la mobilité. On en a parlé ce matin, d'ailleurs, dans une table ronde que vous avez animée aussi. Une autre table ronde, c'est vrai. On a parlé de bio-GNV. Alors, puisque j'ai parlé de gaz et de l'Ukraine, parlons-en tout de suite avant d'évoquer Hector le collecteur et puis cette économie circulaire dans laquelle vous êtes tous les deux. Est-ce que l'image de cette guerre et la fameuse Russie qui nous couperait l'alimentation en gaz, ça vous perturbe à vous? Moi, je sais que pas vraiment parce que vous fabriquez le gaz, vous n'avez pas trop besoin du gaz russe. Ça a été au contraire une opportunité. D'abord parce que la France n'est approvisionnée par la Russie qu'à hauteur de 17%. Donc on n'est pas vraiment dépendant du gaz russe en France, contrairement à d'autres pays européens. Et puis l'autre opportunité, ça a été de mettre la lumière sur ce qui pouvait remplacer ces 17%. Et aujourd'hui, clairement, ce qui peut remplacer ces 17%, c'est le biométhane qu'on fabrique dans nos régions, et notamment à partir de production agricole, de déchets agricoles. Alors, cette économie circulaire au service des entreprises du territoire, Hector le collector y participe également. Il s'appelle Quentin, il ne s'appelle pas Hector. Hector le collector, c'est une entreprise. Expliquez-moi, quand est-ce que c'est né Hector le collector déjà? Et d'ailleurs, pourquoi Hector? Alors premièrement, Hector le collecteur, ça va faire 2 ans que ça existe sur le territoire toulousain, avec la mission de se dire comment est-ce qu'on peut effectivement créer de l'énergie localement, créer du gaz localement. Et Laurent l'évoquait, la méthanisation pour le moment est très portée par le monde agricole. Et en fait, on s'aperçoit maintenant qu'avec d'autres types de déchets, et notamment les déchets alimentaires, qu'on peut avoir chez nous quand on cuisine, dans un restaurateur, dans un restaurant, dans un traiteur, avec ces déchets aussi, ils sont aussi efficaces pour pouvoir créer du gaz. Donc l'idée, c'est de comment on peut mettre une logistique en place pour collecter ces déchets et les apporter vers des usines existantes. Deux solutions, soit vous avez un poulailler, dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas vous demander d'enlever les déchets du bec de vos poulets, ça c'est évident, mais sinon, il y a la méthanisation grâce à ça. Si mes souvenirs sont bons, chez Hector le collector, Quentin, vous avez 4 engagements. Oui. Je suis. Exactement. Non, mais effectivement, être le plus local, proposer des solutions concrètes, rapides à installer, simples, ouais, exactement.
Et ensuite, accompagner au maximum à la sensibilisation et aussi à la communication de ces actions. Et on s'aperçoit, en fait, ce qui est assez sympathique quand on crée de l'énergie, c'est qu'on a une unité qui est le kilowattheure, mais qui n'est pas toujours forcément celle qu'on arrive à mieux se projeter. Mais en fait, on peut dire, bah voilà, vous nous avez donné 100 kilos de déchets, on vous les a collectés. Et derrière, bah, c'est tant de cycles de machine à laver, c'est tant d'heures de Netflix, par exemple, c'est tant de kilomètres en véhicule électrique ou en trottinette électrique. Voilà, et en fait, tout le monde peut se rendre compte plus facilement de l'impact qu'il a et des enjeux qui se jouent. Ouais. Qui sont vos clients? Nos clients, ça va des entreprises, ça peut être des restaurateurs, des traiteurs pendant des événements. Et typiquement, on travaille avec GRDF qui ont dans nos bureaux voilà, des collecteurs hectares, ce qu'on appelle donc des points qui permet à chacun de venir mettre le midi la fin de sa salade, de son sandwich, le marc de café par exemple des machines. Et tout ça, nous, on le récupère, on le collecte et on l'achemine vers des usines qui sont capables de les transformer. Parce qu'en général, c'est vrai que je parlais des poulets tout à l'heure avec un poulailler, les déchets alimentaires, ils repartent à la terre en général. Vous dites on peut les valoriser quelque part. Oui, en fait, on dit, avant de les remettre à la terre tout de suite, on peut faire une étape intermédiaire de méthanisation où vraiment là, on va récupérer du gaz par fermentation. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'à la fin, on vide la cuve, voilà. Et en fait, cette matière repart au sol avec des agriculteurs qui vont l'épandre dans leurs champs. Donc en fait, voilà, on se dit, il y a un double usage et c'est ça qu'on défend et qu'on veut amener. Ouais. Il faut savoir que très souvent, ils repartent pas dans la terre, ils sont pas enfouis comme ça, ils sont brûlés. Notamment à Toulouse, c'est brûlé dans le réseau de chaleur de Toulouse Métropole. Alors, c'est très vertueux, sauf qu'il faut autant d'énergie pour brûler des biodéchets qu'on en produit. Donc, au final, résultat énergétique, nul. Alors que là, on va réellement produire de l'énergie. Exactement, on produit de l'énergie là. Oui, là, on est dans une filière qui est très très bien adaptée au traitement de ce type de déchets. Alors que l'incinération, ces déchets sont gorgés d'eau. Hein. Là, c'est la saison des melons, des pastèques. On voit très bien que c'est juteux, c'est gorgé d'eau et ça brûle très mal. Et donc, du coup, c'est plus intéressant de les mettre dans d'autres filières qui leur sont spécifiques. Et l'idée vous est venue comment? L'idée d'Hector l'idée d'Hector, ça vient d'une problématique personnelle. Moi, j'ai grandi avec un composteur au fond du jardin. Et en fait, quand je suis arrivé au centre-ville de Toulouse, j'ai gardé mon réflexe de tri, je cuisinais, je mettais mes déchets de côté. En fait, je me suis retrouvé sans solution. J'avais plus la place de mettre un composteur chez moi, c'était trop petit, pas d'extérieur, pas de solution proposée autour de moi ou partagée. Et donc voilà, et l'idée de se dire finalement, ça n'existe pas, je vais le créer. N'existe pas, je vais créer ma propre logistique. Je suis un des premiers utilisateurs d'Hector et je le suis toujours d'ailleurs parce que finalement la solution m'apporte grand bien. Par contre, vous n'avez pas répondu à sa question. Alors pourquoi Hector? Pourquoi Hector? Il y avait une volonté de nommer la société Hector le Collector. C'est surtout qu'on voulait parler du sujet du déchet de manière un peu différente, parce que c'est pas forcément le sujet que tout le monde a envie d'évoquer tout le temps. Et en fait, on voulait apporter quelque chose de plus fun, de plus pédagogique, pour sensibiliser plus largement. Et l'idée, c'était de trouver un nom qui permettait de faire sourire, mais positivement. Voilà. Ça fait conte un peu. Voilà, ça fait un peu ce retour à l'enfance presque. Oh, mais c'est pas plus mal. Et puis ça, évidemment, ça rend ça plus populaire. Alors, l'économie circulaire au service des entreprises et du territoire. Comment vous y arrivez, vous, GRDF? Avec la méthanisation et pas que? Oui, alors déjà, remettons dans le sujet le fait de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est produire des biens ou des services de manière durable, en limitant l'impact et en limitant les déchets et en limitant les ressources également. Donc, en partant de ce principe... Avant de les dépenser, économisons-les. Exactement. Et puis, à la limite, si on les dépense, qu'est-ce qu'on peut en faire derrière pour les réutiliser? Il faut savoir que dans le triangle des déchets, d'abord, on va essayer d'éviter de produire du déchet. Ensuite, on va essayer de le réutiliser. On va essayer de le recycler. Et puis ensuite, ce n'est que vraiment à la fin qu'on va le détruire. En fait, c'est assez récent dans l'histoire humaine que l'on se penche sur nos déchets. Alors, oui et non. Quand on regarde l'histoire très ancienne, notamment le paléolithique et autres, on se rend compte que les populations réutiliser quasiment tout. Quand on tuait un animal, par exemple, on utilisait la peau, on utilisait les os, on utilisait les ongles, on utilisait quasiment tout. Avec le cochon, tout est bon. Oui, mais de moins en moins dans nos sociétés modernes, on jette quand même énormément, notamment de plats qui ne sont même pas ouverts. Oui, ça c'est vrai, on le constate que... C'est vos clients aussi? Quand il y a des invendus, par exemple, alimentaires? Des grandes surfaces?
Non, ça, c'est pas forcément nous, mais nous, c'est plutôt de la cantine scolaire, par exemple, avec des écoles où on recevrait des barquettes qui ont été à moitié distribuées ou pas encore distribuées. Et ça, oui, ça, c'est du type de déchets qu'on récupère absolument. Alors, vous le disiez, on s'intéresse au tri, on réfléchit à évidemment gaspiller le moins possible, donc à peut-être manger mieux déjà, hein, un petit peu plus intelligent. Le déchet aujourd'hui, demain, ça sera encore possible? Le déchet, il a une valeur, en fait, demain. Ça devient plus un déchet, ça devient un produit. C'est pour ça qu'on va payer. Une matière première, même. quand on Une va- matière première, Une matière tu as première. raison. C'est pour ça qu'on paiera quand on laissera Mais on nos, paye nos déjà. poubelles. Mais on paye déjà, paye les déjà. entreprises le payent déjà pour... Les entreprises le payent déjà. En tant que particulier, on le paye déjà, même si on ne le voit pas directement dans les cotisations ou dans les impôts qu'on peut payer. Mais il y a une ligne, si on fait un zoom et qu'on regarde, qui s'appelle traitement du déchet. Donc on le paye déjà, de manière indirecte. Mais oui, on pense que les déchets dans l'économie circulaire, les déchets deviennent une matière première. En fait, c'est ça l'idée aussi de cette économie. Et nous, pourquoi on s'intéresse à ça? Tout simplement parce que le gaz naturel a toujours été le fruit de la nature, c'est-à-dire le déchet finalement qui pourrit lentement au travers des millions d'années, enfoui dans les roches et qui va produire à un moment du gaz naturel qu'on va extraire. C'est ça le gaz naturel, rien d'autre. Qu'est-ce qu'on fait là On est avec la allé le chercher méthanisation? dans les poches qui existaient sous terre. Voilà. Et le problème, c'est que quand on allait le chercher comme ça dans les poches, eh bien, on avait un bilan carbone qui était mauvais. Enfin, on dégageait du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, des gaz à On effet n'a de pas serre. encore de gaz de schiste. Hein. Et on ne parle pas de gaz de C'est schiste. encore pire. Hein. Non, c'est la même chose, mais c'est simplement la méthode pour aller le chercher qui peut être encore plus polluante. Mais au final, c'est le même gaz. C'est le même gaz. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On va éviter justement de continuer de forer ad vitam aeternam, et on va produire, et on produit, c'est pas on le fait déjà, on produit du gaz naturel simplement en accélérant ce que fait la nature. En gros, on met ces déchets dans une grosse cuve qu'on brasse comme une soupe. On chauffe légèrement, 40 degrés, pendant 40 jours à peu près. Les bactéries se développent, et c'est ces gentilles bactéries qui vont nous produire le méthane. Et ce méthane va être injecté dans le réseau. Avec vous, une bactérie où on avait quand même une image assez négative au départ, hein, comme ça, elle devient gentille. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gentilles bactéries, contrairement à ce qu'on peut penser. Par contre, Hector Le Collector, si je dis que vous êtes l'exemple même d'une économie circulaire, d'entreprise d'une économie circulaire, j'ai raison en fin de compte. Oui, on accepte le terme et on le défend. De dire aujourd'hui, on peut créer des entreprises sous le format d'une économie circulaire et on peut proposer un service largement, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec Hector. Oui. Ça représente combien le gaz naturel d'origine fossile par rapport au bio GNV aujourd'hui? Ça dépend complètement des territoires. Il y a des territoires où on est déjà à 10% de biogaz dans le réseau à la place du gaz fossile. On a des territoires où on a même des villes qui sont alimentées en été à 100% par du biogaz. Alors, c'est évidemment pas Toulouse, hein, parce que c'est plutôt des petites villes, plutôt à la campagne, parce qu'il y a des méthaniseurs juste à côté, que la consommation n'est pas énorme. Mais l'objectif de tous les gaziers, c'est qu'en 2050, 100% du gaz qui circule dans les réseaux soit renouvelable. Ça ne veut pas dire que ce sera que du biométhane, il y aura de l'hydrogène renouvelable aussi, il y aura d'autres formes de gaz naturel renouvelable avec d'autres méthodes de production, et il y aura également une baisse des consommations. Parce qu'il est inéluctable qu'on doit accompagner cette transition par une baisse des consommations de manière globale. Est-ce qu'il y a d'autres manières de le produire, ce gaz naturel renouvelable? Oui. Alors, il y a une manière. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire deux analogies. C'est la cocotte minute et le four à pyrolyse. Tout le monde connaît un four à pyrolyse. On met à très haute température. Et qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste une espèce de carbone, là, comme ça. Poudre, oui. Et il y a une espèce de ça sent mauvais. En fait, c'est un gaz qui est sorti. Alors, c'est pas du méthane, là, en l'occurrence, heureusement, d'ailleurs, chez vous. Hein. mais ça serait plutôt dangereux. Mais non, on va brûler des pneus, par exemple, on va brûler des bois traités avec des cires, des choses comme ça qu'on ne peut pas réutiliser dans votre cheminée, par exemple, à très haute température. Et on va récupérer du syngaz, du gaz synthétique. On va l'épurer, on va l'injecter dans le réseau. Première chose, ça c'est la pyrogasification. La gasification hydrothermale, c'est plutôt la cocotte minute. Je vais prendre des bouts de dragage, par exemple, de VNF ou autre. Je vais les mettre dans une espèce de cocotte minute sous pression et à haute température. Pareil, je vais récupérer du gaz que je vais épurer. Ce qui est intéressant, c'est que dans la méthanisation, comme dans la gazéification hydrothermale, il reste un résidu qui est une espèce de boue.
Cette boue, en fait, c'est un engrais. Et cet engrais est très intéressant pour les agriculteurs parce que c'est un engrais renouvelable, là aussi, non chimique, qui remplace justement les engrais chimiques. Ça, c'est plutôt bien. Alors, est-ce On est que... en plein dans l'économie circulaire. On est en plein dans l'économie circulaire. Est-ce que quel est le frein qui fait qu'on ne puisse pas passer à la vitesse supérieure? Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le généralise pas? Pourquoi il n'y en a pas plus? On le généralise. Simplement, il faut que tous les astres soient comment dire, alignés pour pouvoir faire un projet comme ça. Un projet de méthanisation, c'est quand même souvent à la campagne. Aujourd'hui, c'est 80% des agriculteurs qui font ça. J'ai vu quelques usines de méthanisation en France qui avaient été un peu du mail à partir avec la population. Alors oui, mais ça, c'est toujours pareil. À partir du moment où il y a 2 ou 3 qui ont eu des problèmes, c'est là-dessus qu'on va focaliser et où on va faire. On ne parle pas des 90. Aujourd'hui, on a 400 unités qui injectent sur le réseau de GRDF. Sur ces 400, il y en a 3 qui ont posé problème. Oui. Voilà. Bon, alors, problème qui servent d'ailleurs. Parce qu'effectivement, ça apporte des solutions et on évite de refaire les mêmes bêtises par la suite. Donc, c'est des problèmes toujours intéressants. C'est vrai, et ça sert d'exemple. Et après, c'est pas toujours la technologie ou la méthode qui est en cause. Ça peut être aussi l'humain derrière qui gère mal l'installation. C'est pas forcément le problème de la technologie en soi. Donc, c'est peurs, par contre, parfois infondées. Oui, aussi. Donc, ça, vous demandiez pourquoi ça va pas assez vite. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut encore sensibiliser, il faut encore démocratiser le sujet. Ça, vous êtes là. C'est pour ça qu'on est là et merci de nous donner le micro. C'est vrai que la méthanisation, quand on en parle au grand public, c'est encore un mot qui est méconnu, une technologie qui est méconnue, beaucoup moins dans d'autres secteurs. Et donc, une partie effectivement de ce qu'on véhicule avec Hector, avec le soutien de GRDF aujourd'hui, c'est de pousser et de montrer que c'est possible et de faire connaître surtout. Je trouve que la région Occitanie a engagé une démarche assez intéressante, c'est qu'ils ont conditionné leurs aides à une concertation préalable avec les publics qui habitent autour. Et ça, c'est très bien, parce que justement, ça permet de démystifier le sujet, d'en parler avec les gens, de montrer ce que c'est. Les agriculteurs, souvent, sont ravis de pouvoir expliquer leurs projets. Et quand ils sont quand même... en fait, on s'aperçoit à la fin que les nuisances sont moindres après la méthanisation qu'avant la méthanisation. Donc, au contraire, c'est plutôt positif. Ginestou, la station d'épuration de Ginestou, qui est aussi... les stations d'épuration sont aussi une des sources. Eh bien, ils travaillent sur le zéro odeur. Alors que quand on passait à Toulouse, à côté, voilà, des fois on avait dans les narines, ça fait des années que la métropole travaille sur ce sujet, mais avec la méthanisation, on aura encore moins d'odeur qu'avant. Donc vous voyez, au contraire, ça apporte du plus. Écoutez, on vous souhaite évidemment que ça progresse parce que votre idée, quand on l'écoute, elle n'est que bonne. Elle fait du bien à tout le monde. Il n'y a rien de négatif. Au contraire, vous n'amenez que du positif et même le gaz, qui est une énergie dite fossile au départ, eh bien, grâce à vous, elle dépense un petit peu moins de CO2 dans l'atmosphère. Je crois 80% de moins. 80% de moins, effectivement. C'est quand même considérable et on voit bien qu'on ne peut pas tous passer à l'électricité du jour au lendemain, que l'électricité à 100%, ça n'existera pas, qu'il y aura le mix énergétique, comme on l'a toujours dit, avec le gaz, peut-être avec de l'hydrogène, avec d'autres sources peut-être demain, mais en tout cas, grâce à vous, on avance. Et il y a une autre chose aussi, c'est le lien entre le rural et l'urbain. Parce qu'aujourd'hui, la méthanisation, on l'a dit plusieurs fois, est produite essentiellement en milieu rural. Et donc, les agriculteurs demain n'auront pas que l'alimentation qu'ils apporteront aux gens qui habitent dans les villes, mais également l'énergie. Et ça leur permettra peut-être, dans certains cas, de conserver leur exploitation à taille humaine et d'apporter l'énergie jusque dans les villes. Ça va un peu désenclaver peut-être aussi certaines petites communes, grâce à vous. En tout cas, merci à vous deux pour ce tour rapide, mais quand même assez complet de l'économie circulaire au service des entreprises du territoire. Si on a envie de renseignements, Hector le collecteur sur Google ou GRDF et on a plus d'infos. Exactement. HectorLecollector.fr si vous voulez vraiment tomber directement sur... Vous faites comme Carglass, vous rajoutez le .fr. Non. et vous nous trouvez avec toutes les informations si vous voulez aussi effectivement rejoindre la boucle qu'on met en place. Très bien, merci à vous et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci, au revoir.